Ouais, et il faut que je donne l'OK. Voilà, alors, espérons que ça va marcher. Bon, bonjour. Je te présente, s'il te plaît. Je vais me présenter. Non, il y a un slide après, justement, pour ça. Euh, je suis Guichet Polito. Voilà, il y a mon mail par là. Je pense après, je vais vous envoyer les slides. Je ne sais pas à qui, probablement à Karen. Voilà. Donc, alors, je vais parler un petit peu des fuzzing. Je ne sais pas qui connaît du fuzzing. Je sais qu'ici, tout le monde fait bien des domaines un peu différents. Donc, ça va rester un peu, ça va pas être très, très, très pointu, mais on pourrait aller dans les pointus si vous êtes intéressé. Pour ceux qui connaissent le sujet, probablement Quentin, Monsieur Privat, voilà, ça va être un peu très simple, mais bon. Donc, alors, pourquoi ça passe pas? Voilà. Alors, un peu sur moi. Donc, je suis argentin à la base, donc du Buenos Aires. C'est pour ça que là, mon prénom, ça se prononce un peu différemment. Et du coup, un peu mon bagage. Donc, j'ai travaillé. Alors, c'est pas. Probablement, ici, il y a des gens qui ont plus d'expérience en industrie que moi. Moi, j'ai 5-6 ans en industrie avant de passer à l'académie. J'ai fait mon doctorat. J'ai travaillé sur des langages de programmation, la compilation, la réflexion. Et maintenant, je bosse bien sur la compilation, les machines virtuelles, la génération des tests, le testing, voilà. Donc, bon, je m'intéresse à d'autres trucs aussi, concurrence, instrumentation, des choses comme ça. Bon. Et du coup, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler de fuzzing, mais en fait, plutôt que du fuzzing, c'était du testing. Ouais. Je pense que si je dis DIST, tout le monde connaît. Donc, en fait, à un moment donné, il y a cette quote qui sort, tout le monde probablement le connaît. Donc, quand on teste un programme, forcément, les tests, en fait, ça va nous dire s'il y a des bugs dans la partie qui est testée, mais ça ne nous dit rien de la partie qui n'est pas testée. Ouais? Donc, forcément, DIST, il parle de ça dans les contextes, en fait, en faveur des preuves formelles, probablement. Voilà, et contre les tests. Mais bon, je me dis, tiens, du coup, en fait, si j'ai un gros programme, si j'ai un système qui est à tester, et j'ai une partie des tests qui vont tester une partie de ces programmes-là, comment est-ce que je fais quand même pour appliquer les concepts qu'on a en génie logiciel pour explorer la partie qui n'est pas testée? Ouais. Donc, à la fin, qu'est-ce que ça fait qu'il y a un bon test avec cette définition et même avec peu importe quelle définition? Un bon test, c'est un test qui attrape des bugs. Donc, si un test dévoile des bugs, ça veut dire qu'en fait, ce test-là, il est bien. Que ce soit un bug qui préexistait ou un bug qui est réintroduit dans les systèmes. Ouais. Donc, ça, c'est moi qui le dis. Probablement, il y a d'autres gens qui l'ont dit aussi. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, donc, on a des tests qui sont écrits déjà par des développeurs du système, mais on veut générer des tests ou avoir des tests qui vont attraper des bugs qui sont là, mais qu'en fait, on ne savait pas qu'ils étaient là. Donc, en fait, ça a donné, cette idée-là, en fait, ça a donné, il y a déjà, ça va faire une quarantaine d'années, hein, naissance à l'idée du fuzzing. Donc, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait une quarantaine, une trentaine peut-être. Donc, il y a un gars, Warton Miller, prof des systèmes d'exploitation aux États-Unis. Dans la fin des années 80, non, Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, les logiciels, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et du coup, en fait, il était dans son box Unix et il était en train de coder, faire des trucs. Et il avait tout d'un coup, en fait, apparemment, c'était un jour d'orage, on raconte l'histoire, un jour d'orage. Et son truc s'est déconnecté, il avait des problèmes de réseau, boum, et ça crachait. Donc, il avait des core dump de ses utilitaires, de ses programmes en Linux. Il s'est demandé, ça ne devrait pas être un peu plus robuste, ce truc. Et du coup, il a envoyé ses étudiants des systèmes d'exploitation à l'époque à tester des utilitaires Unix à l'époque avec des inputs au hasard, voir qu'est-ce que ça donnait. Voilà. Donc, il a sorti quelques années après un papier, et c'est un peu le début du fuzzing, quoi, où en fait, il testait des utilitaires Linux, donc à peu près, il avait testé 90 utilitaires, avec des inputs au hasard. En fait, il générait des trucs au hasard et voyez, est-ce que ça crache? Voilà. Est-ce qu'on trouve des bugs? Tout simplement en donnant à LS, l'utilitaire LS, un input n'importe quoi. Et du coup, en fait, il avait fait un petit programme, en fait,
où on donnait la taille de ce qu'on veut générer, il sortait dans un fichier, et on les passait à l'utilitaire à tester. Et en fait, il observait qu'un quart, voire un tiers des programmes qu'il avait testés de cette manière-là a crashé. C'est intéressant parce que presque une dizaine d'années après, à peu près, ils ont refait les mêmes études et c'était à peu près pareil. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être mieux. Mais bon. Mais du coup, en fait, ça fait un peu les points historiques de, en fait, qu'est-ce que c'est le fuzzing. Donc, voilà, vous savez qu'est-ce que c'est le fuzzing. Donc, en fait, pour être un peu plus concret, alors je vais vous montrer un peu de code. Donc, admettons, moi, je code un fuzzer dans un langage qu'on appelle Faro. Voilà, ça, c'est un autre langage dans lequel on bosse au boulot. Donc, ça, c'est une boucle. Ouais, donc, pour ceux qui font de la programmation fonctionnelle, ça, c'est un map. Ouais, donc, on va mapper une liste de 1 à 10. Et pour chaque élément de la liste, on va créer un string au hasard, complètement aléatoire. Et ça va sortir une liste de strings comme ça. Donc, en fait, n'importe qui pourrait, je pense, dans cette salle, coder un truc comme ça. Donc, en fait, c'est un string avec une taille aléatoire, avec des caractères aléatoires dedans. Voilà. Rien de très bizarre. Donc, en fait, on fait deux boucles avec un random generator. Et puis, voilà, on peut faire ça. Et du coup, on peut se dire, tiens, si j'ai ça, comment je mets ça en place pour faire quelque chose? Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est, vu que c'est des strings qu'on génère, on pourrait tester un parseur. Ouais, voir est-ce que le parser, il supporte ces machins-là. Donc, du coup, on dit, tiens, en Faro, il y a déjà il y a une méthode asDate, ouais, qui en fait, étant donné un string, il essaie de parser le string, de trouver une date dedans et renvoyer une date. Ouais. Et du coup, en fait, ce que je fais ici, je fais mon fuzzer qui génère des string water. J'ai un runner qui va exécuter ce code-là ici, qui va parser avec chaque input généré automatiquement. Et on l'exécute 20 fois. Ouais. Donc, on va générer 20 inputs au hasard et on va essayer de parser ces 20 inputs au hasard. Ça, c'est un truc qui est dans Faro 11 pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça, cette notation, ça veut dire qu'en fait, on va utiliser la méthode asDate des strings. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des fois, en fait, quand on exécute ça, qu'on a des exceptions. Voilà, donc si j'ai des exceptions, j'espère que ça va pour tout le monde. Et des fois, en fait, on a tout simplement le code, il passe, et on a une date, ou on a un résultat, sans que ça ne crache pas. Et du coup, voilà, donc ça, c'est des exemples. En fait, comme ça génère des strings aléatoires, si on leur exécute d'autres fois, on aura d'autres résultats. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est il y a des fois, en fait, où ça a passé et on a eu des dates 7 février 2039, 1er juin 2002, 5 août 13 836. Bon, c'est possible, pourquoi pas. Bon. Donc, si le random generator, il a généré mais cette date-là, pourquoi pas, on peut se dire. Donc, là, en faisant ça, tout simplement, on se dit, tiens, ouais, j'ai trouvé 60% d'erreurs. Ce truc-là, il n'est pas bien. Ouais. Mais en fait, si on est un petit peu pointilleux, si on regarde les erreurs qu'on a, en fait, on a différents types de trucs là. On a par exemple, là, ça c'est null pointer exception, ouais, au Faro. Là, ça s'imprime de manière différente. Là, il y a un out of bounds, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'accéder à un tableau au-delà des 110 valides. Là, c'est le 0, là, c'est les 72. Bon. Et après, on a autre type d'erreur comme les date error, qui c'est une exception en fait spécifique du parser. En fait, quand le parser valide que la date qu'on lui a donnée, c'est pas bonne, elle n'est pas bonne, du coup, en fait, il renvoie une exception comme ça. Donc, en fait, on pourrait se dire, tiens, cette erreur-là, c'est un truc qui, en fait, c'est pas un bug. Il n'y a pas une erreur là. C'est le parser qui a bien validé l'input. Donc, date error, en fait, c'est une erreur qui est attendue. En fait, on ne devrait pas le classifier comme une exception, comme un problème. Donc, en fait, par exemple, si on prend ça en compte, déjà, on a beaucoup moins d'erreurs et on est à peu près à 5% d'erreurs au lieu de 60%. Ça, c'est 5%. Non, ça, c'est pas 5%. Là, le calcul n'est pas bien. Et c'est 20%. Bon, après, je vais refaire l'essai. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est un exemple simple. Donc, on a généré des strings au hasard, on les a affiliés en parser et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. La première chose qu'on peut apprendre, c'est que, tiens, ouais, on a des inputs aléatoires et ils peuvent casser des programmes facilement. Voilà.
On pourrait faire ça, donc si le programme n'est pas robuste, avec ça, on pourrait casser des programmes facilement. Forcément, ça peut se résoudre facilement si on fait si on sanitise les inputs. Ouais. Donc, si on validait mieux les inputs qu'on trouvait en entrée, ça pourrait résoudre pas mal ce type de problèmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, mais en fait, on avait généré des trucs vraiment aléatoires où il y avait vraiment, dans tous les inputs que je vous ai montrés, ça ne rassemblait pas des dates. Ouais, il n'y avait pas des dates là-dedans. Alors, on pourrait se poser la question de comment est-ce que le parser, il a trouvé une date dans les cas où il n'y avait pas échoué. Ouais. Donc, déjà, en fait, là, il y a un problème. Il y a un autre problème qui est, tiens, c'est facile de trouver des erreurs potentiellement si on lui passe n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si on lui passe des choses qui ressemblent des dates? Ouais. Des choses qui semblent des dates, qui voient comme des dates, voilà, qui passent, qui devraient passer comme des dates, mais ils sont légèrement, qu'on dirait que c'est des dates, mais peut-être il y a des problèmes dedans. Donc, on pourrait, par exemple, pour essayer de tester d'autres façons notre parser, on pourrait générer des inputs qui sont syntactiquement valides, style donc, qui suit le format d'une date. Une date, alors je vais l'écrire, parce que je ne peux pas, mais normalement, alors, on pourrait faire le 07-01-2003. Voilà. Donc ça, il y a un format à suivre pour faire une date là. Donc, ouais, ça ne va pas trop bien. Bon, 07-01-2003. Donc, en fait, je vais le faire après dans les slides, mais ce qu'on veut potentiellement, c'est qu'est-ce qui se passe si je lui file des choses qui ressemblent vraiment des dates, et pour ça, il faut qu'on génère des choses qui suivent une syntaxe en particulier. Je mets les points sur la syntaxe là. Donc, par exemple, oh, il est passé trop vite. Voilà. Donc, ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est d'avoir un faiseur qui, au lieu de générer des strings au hasard, vraiment aléatoires, il nous génère des dates aléatoires. Ouais. Et voir si le parser il supporte des dates, pas tout à fait des dates. Donc là, par exemple, on fait la même chose, on fait 10 dates générées au hasard avec un date faiseur. On va voir comment est-ce qu'on fait ces faiseurs après. Et par exemple, ces faiseurs-là, ils pourraient générer 2, 3, espace 5, voilà. Alors, ou le 7/février-6, voilà. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que là, ce que je définis comme ce que ces faiseurs fassent, c'est sortir une journée, puis un mois, puis une année, avec des séparateurs. Et on voit que les séparateurs sont un peu aléatoires. Des fois, il y a des slash, des fois, il y a des tirets, des fois, il y a des espaces, pour voir comment le parser se comporte avec ces inputs qui sont légèrement bizarres. Donc, en fait, pour faire ce type des inputs comme ça, en fait, ce qu'on pourrait utiliser, c'est l'idée d'une grammaire. Ouais, donc, moi, c'était rigolo quand je l'ai appris, en fait. Je ne l'ai pas appris à la fac. C'est une idée des années 60. Mais en fait, les grammaires qu'on utilise toujours et on apprend pour faire des parsers, en fait, c'est des descriptions des langages, tout simplement. Donc, de la même façon qu'on les utilise pour parser et pour valider des inputs, on peut les utiliser pour générer des choses qui satisfont ces grammaires. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une grammaire qui spécifie des dates pour générer des choses qui ressemblent à des dates? Ouais. Et du coup, par exemple, on pourrait coder, ça c'est une grammaire écrite en Pharo avec un DSL interne au Pharo, où on définit par exemple, tiens oui, chez des nombres, les nombres c'est un digit suivi d'un nombre ou un digit. Qu'est-ce que c'est un digit? Bah, c'est soit quelque chose entre 0 et 9. Qu'est-ce que c'est une date? Bah, une date, c'est un jour suivi d'un séparateur. Là, le virgule, c'est pour concaténer. Suivi d'un mois, suivi d'un séparateur, suivi d'une année. Ou, donc ça c'est jour, mois, année, soit mois, jour, année, soit année, mois, jour. Voilà. Qu'est-ce qu'un séparateur? Soit rien, un string vide, soit un espace, un tiret, voilà. Un jour, c'est un nombre, un mois, c'est un nombre ou un texte, voilà. Donc, on peut définir une grammaire comme ça, et là, c'est un gras, parce que ça, c'est notre symbole de démarrage, notre start symbol. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va générer une date, on va démarrer à partir d'ici, et on va commencer à résoudre chaque règle de la grammaire. Donc, du coup, en fait, avec cette idée, on pourrait, au lieu d'avoir un faiseur des dates qui est spécifique pour les dates, on pourrait utiliser un faiseur des grammaires qui prend une grammaire
en paramètres, voilà, et on peut générer comme, la même chose qu'avant, mais ça veut dire qu'en fait, en définition de nouvelles grammaires, on pourrait générer plein d'inputs intéressants. Ouais. Et du coup, maintenant qu'on a ces parseurs-là, ces faiseurs-là, on pourrait reparser, retester notre parseur avec la même chose, de la même façon. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, notre grammaire, elle a maintenant un success ratio qui est très, très haut. En fait, on a plein d'inputs en fait, qui échouent pas. Forcément, parce qu'on a fait des choses qui ressemblent à des dates. Donc, le gars, il a trouvé des dates facilement. Donc, alors, on trouve à peu près les mêmes erreurs qu'avant, en fait. Si, par exemple, on les fait 1000 fois et on regarde un peu comment sont distribuées ces erreurs, et on trouve des dates not understand, des out of bounds, et après, il y a des erreurs d'évaluation générique, bon, donc en fait, qui apparaissent dans 0,4 K sur les 1000, 4 fois sur les 1000. Donc, OK. Donc, ça, on a du coup soit des inputs complètement aléatoires avec lesquels on peut exercer notre parseur, qui en fait nous donne, il va échouer plein de fois parce que forcément les inputs aléatoires échouent souvent. Mais on peut aussi donner des inputs structurés, en fait, qui suivent une structure, c'est les structures de nos grammaires. Et en fait, on peut tweaker la grammaire pour générer des inputs qui sont plus par un côté ou plus par un autre. Alors, un truc que j'ai passé un peu par-dessus parce que je allais vite, c'est, si on backtrack, moi j'avais dit, je considère que si le parseur renvoie une exception, c'est une erreur, c'est potentiellement un bug. Par contre, s'il me donne un résultat, ce n'est pas un bug. Ouais, donc j'ai classifié les résultats avec un critère. C'est moi qui a donné ce critère-là. C'est très arbitraire. Mais du coup, il faut, pour identifier si c'est un bug ou pas, il faut savoir, il faut quand même dire, tiens, ouais, ça c'est un truc que j'attendais ou pas. Ouais. Donc, et on peut se poser la question de comment est-ce qu'on décide si quelque chose est une erreur ou pas. Parce qu'en fait, on est en train de générer des choses aléatoires, et si on fait des inputs aléatoires pour un programme, les sorties sont aléatoires aussi. Donc, savoir exactement si une sortie elle est attendue par rapport à un input aléatoire, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, on a besoin un peu de cette boule noire qui nous donne un peu, on peut poser une question existentielle, et ils vont nous dire oui, non, voilà. Donc, est-ce que cet output, il était bien pour cet input? Ouais, bon. Donc, nous, on avait déjà vu que, par exemple, les laters, c'est des erreurs attendues. On avait vu aussi que, par exemple, il y avait des choses comme ça qui passaient. Alors là, par exemple, là, ça va être... non, je ne sais pas si celui-là va passer, mais en fait, là, il y a des inputs comme ça qui peuvent passer avec je sais pas, les deux feuillets. Je ne sais pas si je les ai dans l'exemple. Mais bon, donc, non, mais même si ça passait, on pourrait se dire, tiens, ça devrait échouer, ça. Ça, ce n'est pas des inputs valables. Ouais, mais on pense qu'il devrait racheter ces erreurs-là. Par contre, comment est-ce qu'automatiquement on peut détecter ça? Donc, ça nous amène en fait à un autre problème de recherche qui vient associé vraiment à du fuzzing, qui est le problème de l'oracle. Je ne sais pas qui connaît le problème de l'oracle ici. Bon, pour notre cas maintenant, en fait, on pourrait le décrire de cette manière-là. Donc, étant donné un programme et un input, forcément notre input est aléatoire, il est généré de manière aléatoire. Comment est-ce qu'on peut distinguer entre le comportement correct et le comportement incorrect? Et je vais mettre aussi un point sur les i, qu'on doit faire ça de manière automatique. Parce que si je dois le faire de manière manuelle, bon, je peux le faire potentiellement, mais sur des millions des inputs, ce n'est pas évident de le faire. Voilà. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut automatiquement le faire? Alors, pour mettre un peu ça plus sur la terre, donc, pour ceux qui savent écrire des tests, voilà, des tests unitaires en JUnit, par exemple. Donc, ça, c'est tout simplement pour illustrer un test qui teste la fonction add, la méthode add des ensembles, enfin. Ouais. Et un ensemble, on va créer un ensemble, on va rajouter 2 fois les mêmes éléments, et un ensemble, forcément, il va garder une seule fois l'élément, il ne va pas garder les dupliqués. Donc, en fait, ce qu'on check ici, c'est que la taille de l'ensemble, après avoir rajouté 2 fois le 5, c'est 1. Il ne devrait pas être 2. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on avait fait avec nos fuzzing, nos faiseurs, qui étaient générer des inputs aléatoires, c'était dans un certain sens, en fait, de générer cette partie-là. Ouais, ou de générer les inputs qu'on allait passer ici. Mais ce qui nous manque, en fait, notre boule noire, notre boule 8, c'est cette partie-là. Ouais, donc,
on a besoin vraiment de ces blocs qui manquent. Et en fait, ce qui nous manque, c'est ces chiffres-là, en fait, qui nous donnent vraiment la magie de, tiens, ça, c'est la valeur attendue. Ouais, donc, tout se réduit à qu'est-ce qu'on met là. Ouais. Donc, une des idées qui est utilisée souvent pour tester des compilateurs, par exemple, c'est, ou des parseurs, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, un autre parseur dans ces cas-là? Ouais, donc, si j'avais deux parseurs de dates, je pourrais voir s'ils sont d'accord. Ouais, donc, s'il y a deux parseurs de dates qui vont faire la même chose, donc, ça veut dire que potentiellement, ça va. Par contre, s'il y en a un qui est en désaccord avec l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème avec les deux, avec un des deux. Donc, en fait, le désaccord, en fait, c'est une évidence qu'il y a un problème quelque part. Parce que si les deux suivent la même spécification, donc, ils devraient être d'accord aussi avec les résultats. Ouais, donc, on pourrait se poser la question sur les désaccords. Est-ce qu'il y a un bug là ou pas? Non, heureusement, dans Faro, il y a un deuxième parseur qui est un parseur qui, alors je peux le dire là, spoiler, non, il marche mieux que l'autre. Et celui-là, en fait, il reçoit comme deuxième paramètre, en fait, un pattern qui va lui aider, en fait, à passer la date qu'on va lui passer. Ouais. Donc, OK, on a deux parseurs. On a l'autre qui, on peut lui passer n'importe quoi, il va faire des choses. On a celui-là qui va être un peu plus strict parce qu'il va essayer de guider le passage avec ça, avec ces formats-là. Mais on peut se demander quels sont les types d'inputs qu'on voudrait lui donner. Quels sont les inputs qui sont, par exemple, légales ou justes, en fait, pour faire des comparaisons. Parce que si je lui passe des bananes, en fait, les deux vont être cassés. Bon. Donc, en fait, étant donné, par exemple, que je lui passe un pattern mois, jour, année, je voudrais générer des dates mois, jour, année. Donc, en fait, on pourrait faire une grammaire un peu réduite qui fasse tout simplement ça, pas toutes les dates possibles de la Terre. Et essayer de tester les deux parseurs avec ça. Ouais, donc, on réduit un petit peu les types d'inputs qu'on va générer. On va forcément réduire le coverage qu'on va avoir sur les programmes à tester, mais ça va nous donner des comparaisons un peu plus justes. Et du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser un runner on va appeler un runner différentiel. Ouais, qu'en fait, il va regarder les différences entre notre deux parseurs des dates. Donc, on a un runner qui va utiliser la méthode aState, un runner qui va utiliser notre date read from avec le format. Voilà, les deux sont configurés pareil avec le même expected exception. Et après, on a un differential runner qui va avoir comme paramètre le deux runner là. Et après, on va exécuter notre differential runner avec les inputs générés par notre grammaire, notre nouvelle grammaire. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle du differential testing. Ça, c'est très utilisé dans des compilateurs parce que c'est compliqué en plus dans un compilateur de dire si je génère un programme au hasard, aléatoire, quelle est la sortie attendue de ce programme aléatoire. Donc, bon. Mais ici, pour notre exemple de notre parseur des dates, voilà, on peut jouer avec ça, cette idée-là, c'est un cas plus petit, plus concret. Et si on joue avec ça et on le fait une centaine de fois, on voit qu'il y a 3 désaccords entre les deux, sur les 100 fois que je l'ai fait. Ouais. Donc ça, voilà, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, je pense que potentiellement, il y a plus d'erreurs dans les deux, mais bon, à voir. Mais en fait, pourquoi on a ça? Pourquoi on a seulement 3 erreurs qu'on a détectées? C'est parce qu'en fait, les dates qu'on a générées, elles sont pratiquement correctes les deux, et tout le temps. Donc, en fait, toutes les dates qu'on génère sont presque des dates. Donc, en fait, si on voulait vraiment chercher des bugs, on voudrait pas seulement générer des inputs qui sont syntactiquement valides, mais en fait, on voudrait que ce soit syntactiquement valide, mais aussi légèrement incorrect. Merci. Donc, si on arrivait à avoir des dates qui sont presque des dates, donc un point au milieu entre les deux, entre la grammaire parfaite qui nous génère des dates parfaites et le aléatoire qui génère de l'aléatoire complètement aléatoire, un point entre les deux où on insère des bugs légers, est-ce qu'on pourrait observer des bugs différents? Donc, ça, du coup, en fait, ça a été généralisé avec l'idée des mutations. Donc, probablement, il y a des gens qui connaissent mutation testing. C'est pas ça. C'est un faux ami. Donc, ça, l'idée
Alors, oui, l'idée, c'est la même d'introduire des mutations, mais c'est utilisé avec des buts différents. Donc, on va avoir des inputs originales qu'on a générés quelque part, et on va les muter avec des mutations, légères mutations. Par exemple, là, si on va muter un programme, on va changer un opérateur par un autre, mais si on mute, par exemple, une date, on pourrait changer un digit par un autre, ou insérer un caractère qui n'est pas un digit. Et une fois qu'on a notre input muté, en fait, on va exécuter notre programme, et on va après regarder avec notre oracle différentiel, dans ces cas-là, si on a un accord ou un désaccord. Donc ça, on pourrait par exemple le voir comme ça dans les codes. Donc on a un faiseur, une mutation qui reçoit. Alors ça, en général, on l'appelle un corpus. Donc c'est un ensemble de données qu'on va utiliser comme base de mutation. On va prendre ça. Ici, c'est une liste avec un source string. Ça pourrait être des fichiers avec plein d'entrées. Donc ça, c'est ce qu'on va prendre des bases et on va muter à partir de là. Et en fait, ce que CFuzz il va faire, c'est prendre ces strings-là dans les corpus. Il va les muter en appliquant des légères modifications. Donc, par exemple, là, on a ABCD et on voit que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, il y a BC. Donc, il a enlevé le A et il a enlevé le D. Ça, c'est facile. Il y a AA, BCD. Donc là, il a inséré un A au début. Ou, est-ce qu'il y a un autre sympa? ABC $. Donc là, il a remplacé le D par un $. Après, il y a d'autres un peu plus bizarres, on peut se demander comment est-ce qu'il est arrivé là. Ouais. Et quelles sont les mutations qu'il a appliquées pour arriver là. Bon. Donc, alors, pour faire ce type de choses, on peut se demander quelles sont les mutations qu'on va appliquer. En général, les trucs simples qui marchent bien, il y a des mutations très simples, comme par exemple insérer un caractère aléatoire au milieu d'une chaîne, ou enlever un caractère au milieu d'une chaîne, ou remplacer un caractère par un autre au milieu de la chaîne, voilà. Et avec ça, en fait, on a déjà la base pour faire quelque chose d'intéressant. Et du coup, après, on peut chaîner nos faiseurs. Donc, déjà, les trucs qu'on a déjà dans la main, qu'on a déjà construit. On a nos grammaires avec laquelle on peut générer des dates. Et avec ces dates qui nous donnent des valeurs structurées qui ressemblent à des dates, on peut le passer par les faiseurs de mutation et muter ces dates-là pour générer des presque dates. Ouais. Donc, l'idée, c'est de générer des choses qui sont probablement incorrectes, mais à peine. Ouais. Et du coup, en fait, celui-là, il est beaucoup plus intéressant, en fait, en termes de résultats. On a beaucoup plus d'erreurs et des nouvelles erreurs qu'on n'avait pas vues avec les versions précédentes. Donc, avec les questions qui sont forcément, qu'on voit très peu de fois, en fait, 5 fois sur 10 000, des choses comme ça. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est j'ai fait tourner les faiseurs, j'ai trouvé les erreurs et après, je les ai agrégées en fait par où est-ce que l'erreur où est-ce qu'il apparaissait. Donc, quelle est la méthode qui échoue et le program counter, l'endroit dans les codes qui échoue. Ouais. Donc, bon, en fait, ouais, ça, je voulais l'enlever. Tac, tac. Je vais passer par-dessus là. Bon, donc en fait, ce que je vous ai montré là, c'est en fait, c'est la base, c'est un overview vraiment d'un cours de testing des compilateurs. Vraiment, aujourd'hui, pour tester les compilateurs, ça, c'est vraiment la base. C'est presque l'état de l'art. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Donc, il y a 2 travaux en dehors de ce que je vous ai montré comme concept. Là, donc, il y en a un travail qui est sorti cette année, en fait, en ISTA. Donc, il y a un travail que nous avons fait l'année dernière, en fait, en PLDI, qui sort un peu de ce que je vous ai montré. Mais sinon, en fait, la plupart des travaux de testing des compilateurs, c'est vraiment que ça. Donc, générer des inputs aléatoires avec des grammaires, des mutations et testing différentiel. Après, il y a des variations, les testing métamorphiques et des machins comme ça. Mais bah, là, il y a un cours, en fait, déjà préparé, en fait, avec tous ces trucs-là, tous ces concepts-là qui est là. Donc, si vous voulez vous servir, voilà. Alors, ça, forcément, vous pouvez me dire, bah, oui, mais ça, c'est des trucs déjoués, c'est pour donner un cours. En fait, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique pour des vraies choses? Donc, je vous avais dit, en fait, que je travaille dans des machines virtuelles. Donc, qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Donc, je ne vais pas assumer que tout le monde le sait. Donc, quand vous utilisez le JVM, par exemple, le langage Java ou Python, en fait, votre code, il n'est pas exécuté directement sur la machine, il n'est pas compilé comme un programme C en général, sinon qu'il est exécuté sur un autre programme qui est appelé une machine virtuelle, qui à l'intérieur, il a
des compilateurs, des interprètes, des gestionnaires de mémoire avec des garbage collectors, tas de bordel, des extensions natives, la gestion de la concurrence, il y a plein de trucs dedans. Donc, et tous interagissent contre tous. Ils doivent, voilà. On doit pouvoir passer d'une méthode qui était interprétée à une version compilée à la volée, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et du coup, en fait, quand on doit travailler sur ce type de domaine, les tester, en fait, ce n'est pas forcément facile. Ouais, donc là, je passe de tester des compilateurs, en fait, à tester des machines virtuelles plus en général. Des fois, par exemple, ça nous est arrivé de devoir implémenter un backend d'un compilateur pour le matériel qu'on n'avait pas. Ouais. Et on peut se poser la question de comment je teste mon compilateur si je n'ai pas le matériel. Ouais. Aussi, je ne sais pas combien ici on travaillait à réparer des bugs dans des compilateurs. C'est long. À chaque fois, c'est tester, récompiler tous les programmes de test. Donc, voilà. Reproduire un bug, c'est chaud. Donc, déjà, potentiellement, il y a des gens qui vont venir avec un core dump, ils vont dire, tiens, ouais, j'ai un bug, ça crachait ici. Et tu vas dire, ouais, mais le core dump, ça ne me sert pas à grand-chose en fait pour débugger. Donc, qu'est-ce qui t'a fait? Donc, quelles sont les étapes que tu as fait pour avoir le bug? Et en plus, les machines virtuelles ne sont pas forcément déterministes parce qu'ils vont, par exemple, choisir d'optimiser le code avec du profiling à l'exécution. Et selon l'exécution, ça peut choisir d'optimiser d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, ça complexifie un petit peu la tâche de testing. Donc, en Faro, ce qu'on a aujourd'hui, en plus de tout ça, on a tout ça. Et on a tout ça, c'est écrit en Faro. Donc, déjà, pourquoi pas? Parce qu'on est comme ça. Mais du coup, en fait, les gens, ils veulent un truc qui est. Ils veulent pas un truc qui est écrit en Faro. Ils veulent un truc qui est vite. Voilà. Et du coup, en fait, on a tout, le compilateur JIT, le garbage collect, on interprète tout ça, en fait, c'est codé au Faro. Mais on le transpile à code C et après, on le compile, on a une version native. Qui est, en fait, ce que ça nous donne, cette architecture, c'est qu'on a toute la machine virtuelle qui est simulable. Donc, tous ces composants-là, on peut les simuler et les exécuter dans notre environnement de façon plus simple qu'avec la version native. Voilà. Donc, du coup, en fait, je vais passer, je pense, 5-10 minutes sur ça. Je ne sais pas, je suis à une demi-heure. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut me couper, coupez-moi. Simulable comment? Simulable, c'est en fait, on peut l'exécuter, ce n'est pas la version native. Donc, et par exemple, on peut exécuter du code compilé pour une autre architecture dans ma machine qui est une architecture complètement différente, par exemple. Donc, là, par exemple, c'est pour ça en fait, qu'on utilise des librairies, par exemple, Unicorn, qui est un simulateur des codes machines qui supporte plein d'architectures différentes. Donc, dans ma machine, je peux lancer tous les tests, lancer des ARM, 64, 32 bits, Intel, RISC-V aussi, donc tout tourne là de projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Non, il est là. Il est là. Ouais, bah, là, je ne sais pas le matériel pour le tester, mais si tu veux, ouais, voilà, non, on peut y aller. Non, ça, c'est un étudiant qui l'a fait, un étudiant qui est en Bretagne qui l'a fait. Mais bon, donc en fait, je vais vite fait passer par quatre choses qu'on a fait et qui sont dans le. Pas tout à fait. Donc, il y en a deux qui sont du fuzzing, ou trois, voilà. Mais c'est en général du testing. Et comment est-ce qu'on a testé ça? En sachant qu'en fait, ici, on a déjà les compilateurs JIT qui génèrent du code machine, qui en fait, il prend du bytecode qui a été compilé par un autre compilateur. Là, le transpiler qui génère du C, c'est un autre compilateur. Donc, en fait, il y a plein d'endroits où on peut potentiellement avoir des bugs. Ouais, il y en a plein de compilateurs là-dedans. Donc, l'une des premières choses qu'on avait fait, en fait, il y a déjà, ça va faire 2 ans. Ouais. C'est en fait voir comment est-ce que cette infrastructure de simulation, en fait, qui datait, en fait, elle préexistait, notre travail dans la machine virtuelle, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et l'exploiter pour faire du testing. Donc, quel est un processus de testing un peu plus agile? Qu'est-ce qu'on a quand on doit tester un compilateur standard? Donc, voilà, donc ça, c'est un truc qu'on a publié en MPLR. Donc, justement, on a travaillé sur comment est-ce qu'on teste et comment est-ce qu'on développe de manière un peu plus agile avec TDD et des choses comme ça, des techniques comme ça. Notre compilateur pour ARM64, comment est-ce qu'on implémente le backend
là, et comment est-ce qu'on teste, par exemple, des corruptions de mémoire générées par les garbage collectors. Voilà. Ça, voilà, le papier, il explique en fait un peu comment la simulation nous aide avec ça. C'est un petit papier. Du coup, par la suite, ce qu'on a fait, c'est regarder en fait comment est-ce qu'on peut utiliser des techniques un peu plus avancées de fuzzing pour tester le compilateur JIT, ouais, et l'interprète aussi. Et en fait, une chose qu'on avait observé à ce moment-là, c'est un truc que Stéphane, probablement, il a présenté l'année dernière. Bon, pour ceux qui étaient l'année dernière ici, voilà. Mais c'est qu'en fait, entre l'interprète et le code généré par les compilateurs, en fait, ils doivent faire la même chose. Mais forcément, le code compilé, il va être plus rapide que les codes interprétés. Mais en fait, ils doivent avoir la même sémantique. Donc, en fait, si on se base sur cette observation, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Bon, ça a donné lieu à ces papiers-là qu'on a présentés l'année dernière. Et en fait, l'idée principale, c'était qu'en fait, on peut prendre l'interprète en fait, comme base pour générer des tests. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Mais si on prend l'interprète pour générer des tests, une fois qu'on a généré des tests avec l'interprète, on peut faire l'exécution différentielle entre l'interprète et les codes compilés, de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure avec un fuzz bidon. Donc, alors comment est-ce qu'on fait cette génération des tests que c'est du fuzzing, en fait. Si on voit en fait les interprètes comme des sémantiques exécutables, on peut faire de l'exécution concolique dessus et ça va nous donner un peu tout le schéma d'exécution de la sémantique du langage. Donc, tous les potentiels schémas d'exécution de notre langage. Donc, avec un exemple. Donc, par exemple, ici, si on regarde cette fonction-là de l'interprète, on voit par exemple qu'il y a différents choix qui se font. Donc là, il y a un schéma qui va déjà valider si les arguments de la fonction, en fait, c'est des entiers ou pas. Parce qu'en Faro, l'addition, par exemple, c'est un langage dynamique. Et du coup, l'addition, entre les entiers, elle va donner des entiers. Mais en fait, on peut la redéfinir. Dans ma classe, je peux redéfinir l'addition. Et du coup, en fait, le système, il est optimisé pour que l'addition avec les entiers, ça soit plus rapide. Mais avec d'autres, si j'avais redéfini le plus dans mon code, en fait, ça marche quand même. Donc, on doit valider que les deux sont des entiers. Si c'est des entiers, je veux exécuter le plus de la machine et retourner le résultat correct. Et sinon, en fait, il faut que je fasse le mode message avec l'exécution de la méthode qui, moi, j'ai redéfinie. Ouais. Par contre, en fait, si je fais le plus de la machine, qui est là derrière le trait bleu, il peut se passer qu'en fait, que j'ai un overflow. Ouais, parce que dans la machine, il y a des overflows. Donc, si je fais l'entier le plus grand plus 1, en fait, ça a décalé. Et du coup, dans ces cas-là, Faro, il doit il ne va pas tout simplement casser. En fait, ce qu'il va faire là, c'est fallbacker à une représentation un peu plus lente des entiers. En fait, il va avoir des entiers boxés. Du coup, en fait, on doit valider aussi ces cas-là. Donc, déjà, en fait, on doit regarder que les arguments sont des entiers, que la somme ne donne pas un overflow, et en fait, sinon, il y a un schéma long, en fait, où il y a l'activation de la méthode. Donc, si on arrivait à identifier tous ces schémas de manière automatique, ça, on le fait avec un système de concolic testing. Donc, on fait une exécution concolique. On pourrait générer des cas de test, des valeurs, en fait, pour qu'ils puissent marcher tous ces schémas-là. Donc, je ne vais pas, pour raison de temps, après, s'il y a des questions, on peut aller dedans, montrer comment ça marche. Mais l'idée, c'est que pour chacun de ces schémas-là, on génère des valeurs différentes. Et du coup, ces valeurs différentes vont me garantir que je veux quand même marcher sur tous ces schémas-là. Et du coup, une fois que je marche une fois que j'ai ces valeurs-là, je peux les utiliser pour tester, pour exécuter l'interprète et le code compilé et vérifier qu'ils donnent le même résultat. Donc, à la fin, je suis en train de vérifier que vraiment le code ici, il a un équivalent ici, que le code là, il a un équivalent là, et ainsi de suite. Ouais. Donc, ça, on l'a exécuté dans Faro sur 3 compilateurs de bytecode, un compilateur des méthodes natives. On a généré 5000 tests à peu près. On a trouvé 500 différences à peu près. Sans aller dans les détails, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'erreurs dans les méthodes natives parce qu'en fait, ils sont plus gros et du coup, en fait, il y a plus de chances d'introduire des bugs quand le code il est plus complexe, forcément. Du coup, une chose qu'on avait fait en dehors des interprètes et des compilateurs, c'est un truc qu'on avait fait l'année dernière avec Jean, qui est en fait comment est-ce qu'on peut tester avec ces idées de fuzzing, en fait, les garbage collectors aussi.
parce que quand on a un garbage collector, ce qui va se passer, c'est que le garbage collector il va potentiellement corrompre la mémoire et à un moment donné, et le programme il va continuer à s'exécuter, et ce qu'on va voir, c'est un crash, un core dump après. En fait, on va avoir le symptôme beaucoup plus tard qu'en fait la cause. Et comprendre en fait qu'est-ce qui a causé en fait cette corruption de mémoire, en fait, c'est pas évident. Donc, un peu l'histoire raccourcie, en fait, ce qu'on avait vu, c'était que, en fait, pourquoi on ne voit pas ces bugs tout le temps? Parce qu'en fait, sinon, ce serait facile de les réparer. C'est parce qu'en fait, quand on a des applications, en fait, elles ont des patterns d'allocation qui sont assez stables. Donc, en fait, si on fait tourner plein de benchmarks différents, on va regarder que la plupart des applications, ils allouent le même type d'objet avec la même taille. Donc, en fait, à la fin, ils ne sont pas en train de… Donc, on pourrait se dire qu'ici, il y a tout une partie du code du garbage collector qui n'est pas forcément explorée, qui n'est pas exercée. Ouais. Donc, il y a potentiellement ici, si on génère des objets de ce type-là, de cette taille-là, on pourrait trouver des bugs. Parce que le code, il n'exécute pas, du coup, il y a potentiellement des bugs là. Donc, ce qu'on avait fait là, c'est, au lieu de générer des strings, comme je vous ai montré avec les dates, et au lieu de faire du concurrent testing comme avec les compilateurs, ce qu'on avait fait, c'est générer de façon aléatoire des événements stochastiques, non, des événements au hasard, des événements pour le GC, pour les garbage collector, pour le gestionnaire de mémoire. Et quels étaient les types d'événements qu'on générait? Par exemple, c'était des allocations qui disaient, tiens, je voudrais un nouvel objet à tel endroit de la mémoire, je voudrais un autre objet à tel endroit de la mémoire, après, je voudrais faire tourner le garbage collector, après, je voudrais muter un tel objet. Donc, ici, mutation, en fait, c'est… on dit mutation comme comme la terminologie des garbage collector, c'est-à-dire affecter une variable d'un objet pour un autre, c'était une référence à un objet. Et du coup, en fait, tous ces événements, en fait, déjà, ils sont générés de manière automatique et ils sont paramétrisés avec des métaparamètres, en fait, qui vont nous dire où est-ce qu'on doit les allouer, quel type d'objet il faut c'est, quelle taille, est-ce que c'est des racines, est-ce que, voilà, ils doivent être collectés ou pas. Voilà. Et avec ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est configurer les faiseurs ou défaiseurs pour générer différents types de patterns d'événements. Ouais. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est jouer avec différents types de patterns de génération d'événements. Donc, par exemple, on avait fait des faiseurs qui généraient des événements qui essayaient d'exercer la partie de compaction de la mémoire. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez le fragmentateur de Windows, en fait, qui passait et fragmentait la mémoire, voilà. Donc, à un moment donné, c'est mieux d'avoir la mémoire un peu plus compacte parce que ça aide les caches du système et machin. Donc, on a un compacteur dans la mémoire d'un Faro. Et du coup, on avait essayé de faire un faiseur pour ça. Un faiseur qui essaie de faire des allocations un peu bizarres. Voilà. Ou des CFMO, qui est une technique, en fait, pour gérer, pour être notifié quand un objet il va être au garbage collected. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui étaient intéressantes pour nous au moment où on a créé le papier. Et on l'avait comparé avec un faiseur complètement au hasard, en fait, qui générait des événements, mais au hasard, sans être guidé d'aucune manière. Et ce qu'on a vu déjà, c'est que donc ici, ce qu'on voit, c'est le taux, c'est le pourcentage des fuzzing, d'exécution des faiseurs, en fait, qui ont trouvé un bug. Donc là, à chaque fois qu'on a exécuté, qui ont trouvé une séquence d'événements, en fait, on trouvait un bug. Ici, c'était 23% des cas, et ici, 0. Donc, le random, en fait, il ne trouvait rien. Et on voyait qu'en fait, on trouvait les bugs en général en dessous des 200 événements. Donc, en fait, avec 200 événements, ça suffisait en fait pour trouver les bugs qu'on a trouvés. Voilà. Donc, ça restait une solution pratique, forcément. Donc, on pouvait exécuter ça en quelques minutes et avoir des bons résultats. Bon, c'était bien pour nous. Forcément, ici, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des bugs, mais qu'est-ce qui se passe si la personne qui a créé le faiseur, en fait, le guide mal? Bon, il faudrait des choses dans le futur, en fait, pour aider les personnes à mieux guider les faiseurs, pour l'aider à explorer différentes parties du code. Et enfin, ce qu'on avait exploré, avec ça, je suis fini. Ouais. Donc, on a ici aussi ce transpiler, en fait, qui va prendre du code Faro, il va générer du code C, qui va générer la machine virtuelle. La compétition production.
Et nous, on a des tests ici, des tests écrits en Faro qui testent cette partie-là qui est écrite en Faro. Potentiellement, il y a des bugs qui ne sont pas testés par les tests. Et du coup, en fait, les tests ne les voient pas. Mais peut-être qu'il y a des tests dans les transpilers aussi. Et du coup, en fait, quand on le transpile, on a beaucoup plus de bugs. Ouais, parce que forcément, lui, il peut insérer des bugs en plus. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut tester que ces trucs-là, que c'est la chose que les gens utilisent en production, on a des boîtes qui utilisent ça et qui font de l'argent avec. Et du coup, si ça crache, ils ne sont pas contents. Comment est-ce qu'on peut un peu garantir que ça marche? Et du coup, en fait, on a travaillé sur ce qu'on appelait la transmutation des tests. Donc, vu que, en fait, les tests qu'on avait écrits en Faro, ils sont exécutables dans Faro, qu'est-ce qui se passait si on les traduit à C aussi? Ouais. Et on peut exécuter, du coup, la machine virtuelle simulée, la machine virtuelle transpilée en C, et on exécute les tests dans les deux cas, et on peut comparer de manière différentielle les résultats des tests ici et ici. Donc, par exemple, ici, si j'ai une centaine de tests qui sont verts, j'attendrai que les centaines de tests ici soient verts aussi. Ouais. Et du coup, en fait, pour rajouter un petit peu, pour stresser un peu le système, ce qu'on a fait, c'est des mutations. Voilà. Si on mute les systèmes, les tests ici, ce qu'on attendrait, c'est de casser les tests. Et si on casse les tests, il devrait casser ici. Donc, il devrait y avoir une connexion entre les deux, causale. Ouais. Bon, on a trouvé quelques bugs de traduction. Voilà. Je ne sais plus exactement la quantité. Donc, les détails sont dans les papiers. Voilà. Donc, mais à la fin, en fait, ça reste un peu les mêmes concepts que je vous ai montrés avant. On parle ici de mutations. Ici, c'est mutation des codes. Ce n'est pas des mutations de string. Ici, on a l'oracle différentiel qui nous indique s'il y a des bugs ou pas. Voilà. Alors, forcément, là, c'est une vue d'ensemble des choses qu'on fait. On travaille aussi sur comment est-ce qu'on débug CVM, les machines virtuelles. Donc, une fois qu'on a détecté qu'il y a un bug, comment est-ce qu'on trouve la cause de ces bugs-là? Comment est-ce qu'on fait du profiling pour détecter, au-delà des bugs des, comportementales, comment est-ce qu'on trouve si, par exemple, il y a un bug de performance? Ouais. Et pour ça, on travaille avec le profiling et on a un projet en cours sur la génération de benchmarks des tests de performance. Voilà, on veut travailler sur le fuzzing un peu plus en profondeur, voilà, et des choses comme ça. Bon. Si vous devez garder une chose aujourd'hui, je pense que c'est que, en fait, cette idée d'utiliser des inputs aléatoires, c'est intéressant. Ça peut dévoiler des bugs dans du logiciel, mais en fait, il faut bien faire gaffe parce que des inputs aléatoires génèrent des outputs aléatoires. Donc, il faut bien faire attention à comment est-ce qu'on valide ces outputs. Ce qu'on a vu aussi, c'est que si on ajoute un petit peu de connaissances sur les domaines qu'on est en train de tester, ça peut faire que les fuzzing soient plus efficaces, que ce soit avec la paramétrisation des fuzzers, en générant en changeant la fréquence des événements, par exemple, ou en modélisant des choses comme les événements du garbage collector qui sont plus dans les corps du domaine, du HC, ou des grammaires pour générer des inputs qui se ressemblent à ce qui est attendu par un parseur. Voilà. Et pour moi, j'aime bien les differential tests, l'oracle différentiel, en fait. Du coup, ce qui est intéressant là, c'est que si on a deux programmes qui suivent la même spécification, on peut les utiliser pour tester l'un à l'autre. Même si on a plusieurs, en fait, on peut utiliser des algorithmes, des consensus et des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que peut-être, en fait, aucun des programmes n'a la vérité, n'a pas la vérité. Donc, en fait, potentiellement, on a les mêmes bugs dans les deux programmes et on ne les saura jamais avec ce type de choses. Voilà. Donc, ça, c'est un peu… voilà, ça, c'est les choses à regarder potentiellement. Merci. J'étais long. Je ne me trompe pas, la spécification, le mot spécification, il apparaît juste dans ton dernier constant. Ouais. Or, justement, quand on fait du test, c'est qu'on fait contre la spécification. Ouais. Et toi, tu l'as un peu dévoilé à la fin. Est-ce que c'est ton goût personnel pour le back-to-back testing ou est-ce que dans les applications qui hors d'usage, tu n'as jamais la spécification? Alors, utiliser les spécifications, ce n'est pas les seules façons de vérifier qu'un logiciel est correct. Je ne l'ai pas ici. Bon, mais il y a
En général, quand on travaille avec des oracles, en fait, il y a des oracles qui utilisent une spécification pour vérifier si un logiciel est correct. Mais il y a d'autres types d'oracles qu'on pourrait utiliser qui ne suivent pas forcément une spécification formelle. Donc, par exemple, il y avait des gens qui avaient utilisé du crowd, comment ça s'appelle? Quand on demande aux gens, crowdsourcing, ouais, voilà. Ils avaient fait du crowdsourcing pour voir si, tiens, est-ce que c'est input, c'est input pour ce programme, ça donne ça, est-ce que c'est correct? Donc ça, la personne forcément qui va, dans laquelle on crowdsource, il n'a pas une spécification dans sa tête. Bon. Et ce qui est intéressant aussi, donc du coup, en fait, je le dévoile un petit peu à la fin parce que déjà, en fait, cette idée de fuzzing, ça apparaît dans les années 80, mais aujourd'hui, il est beaucoup utilisé en cybersécurité. Et en fait, en général, ce qu'on va faire, c'est on va tester des programmes qu'on ne connaît pas vraiment ce qu'ils font exactement, en fait, où on n'a pas une spécification. Et des fois, en fait, on va essayer de dévoiler des bugs dans des programmes qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, on n'a pas forcément une spécification. Donc, ici même, je vous ai montré deux parsers qui ne suivent pas forcément la même spécification. Donc, ils la suivent à peu près. Donc, c'était un peu légère la comparaison. Mais à la fin, donc ça s'utilise beaucoup dans la cybersécurité, justement parce que c'est pratique et c'est simple, mais on n'a pas besoin d'une spécification formelle. Voilà. Je ne sais pas si ça. Oui. Tout à l'heure, pour illustrer l'utilisation du, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, fuzzing test au début, vous avez pris des dates, d'accord? Et je me pose la question, je ne m'y connais pas du tout en test de compilateur. J'essaie d'imaginer comment un générateur aléatoire peut me générer d'autres parties d'une grammaire qui n'est pas des dates, qui est plus facile pour tester de cette façon-là. Donc, je pense à... Pour les dates ou pour un compilateur? Un compilateur, j'ai une grammaire qui est beaucoup plus riche que... Donc, je me demande, au niveau des compilateurs, quelle partie de mon langage, de ma grammaire originale qui est compilée, je peux appliquer des tests basés sur des choses aléatoires. Bon. Je ne sais pas si ma question est claire, moi-même, elle est... Alors, je vais essayer de répondre. Ouais. Donc, par exemple, une des choses qui se passe, c'est que, ouais, une grammaire, et comment est-ce que je peux un peu garantir que ma grammaire va générer des programmes suffisamment différents? Oui, c'est ça. En fait, c'est la couverture qui me... Alors, il y a des gens... Vous avez surtout illustré très bien le concept avec une date. Oui. Mais je veux, un langage, c'est riche, c'est pas juste des strings, c'est pas juste des dates, c'est des boucles, des structures. Comment est-ce que je peux générer différentes parties que je peux tester mon compilateur que pour toutes les parties de ma grammaire, il est bon. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait, qui ont utilisé la couverture de la grammaire comme un proxy pour la couverture du langage. Okay. C'est-à-dire que si je sais que cette génération, elle exécutait telle règle, que c'est 10% de ma grammaire, je pourrais assumer que ça va exécuter 10% de mon code du compilateur. Donc, parce que, en fait, justement, le travail qui est sorti cette année, en fait, c'était du gray box fuzzing, qui était utiliser le coverage du compilateur, en fait, pour guider le fuzzing. C'est-à-dire, l'idée de guider le fuzzing avec du coverage, de programme testé, c'est de dire, tiens, je veux favoriser les inputs ou les schémas de la grammaire qui m'ont dévoilé de nouveaux schémas d'exécution dans les vrais programmes. Pour ça, on va surmonter le programme, regarder combien de fois on est passé pour chaque partie du code. Et à chaque fois qu'on a un input qui est passé par une nouvelle partie du code, on va se dire, ah tiens, cet input-là, et du coup, cette partie de la grammaire, elle était intéressante. Potentiellement, il faudrait passer par là aussi. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup de choses comme ça faites pour les compilateurs. Voilà. Sinon, la deuxième, pas question, mais une chose intéressante, c'est qu'on retrouve dans le domaine, les domaines critiques, comme l'avionique. L'avionique, on a une norme qui s'applique à tout logiciel déployé dans un avion et une bonne partie sur le testing
il y a une méthode de test qui est des similar functions. J'essaie de me souvenir de l'acronyme. Mais l'idée, c'est que deux équipes différentes implémentent le même module, puis ensuite, on vérifie les outputs quand on les exécute sur les mêmes données. Okay. Et on prend pour acquis que si elles convergent, ils sont bons. Ça, c'est en avionique. Donc, vous prenez l'avion, on réfléchissait à ça. Une des méthodes de tester qui ressemble à le differential. Ouais, bah, en fait, c'est du différentiel, mais c'est manuel. Voilà. Ouais, ça, Et après, justement, je ne sais pas avec qui je parlais hier, mais on se disait, on peut avoir des différentes équipes qui vont implémenter la même fonctionnalité en suivant une spécification. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si dans la spécification, il y a des bugs? Parce que rien ne dit que même si on a une spécification formelle, qu'elle est bien. Donc, voilà. Ouais. Et, ouais. Est-ce que vous avez calculé les couvertures? D'abord, est-ce que ça a du sens? Et est-ce que vous l'avez fait? Et Jean, il avait fait sur les... On l'a fait. Ouais. Et oui, ça a du sens. Le problème, on a fait, il n'en a pas parlé parce que le pauvre, il a que 2 heures. Il n'y en a pas publié. On n'a pas publié encore là-dessus. C'est donc justement dans le fuzzing, le fuzzing en Greybox, où tu vas regarder ton programme, comment il se comporte à l'intérieur, et utiliser ce comportement pour améliorer ton fuzzing. Donc, c'est du fuzzing avec de la génération et de la mutation, en disant, lui, il va bien, il va dans ce point du programme, lui, il va aussi bien, on va essayer de les mélanger ensemble et voir si on va aller encore mieux. Et donc, en faisant ça, on arrive à guider en générant des tests qui ont éventuellement la bonne probabilité de peut-être aller plus loin, d'aller plus dans les creux, aller plus dans les situations bizarres qu'on veut justement tester. Situation bizarre, c'est la situation normale, comme il l'a présenté au début, elle marche bien. Puisque la VM est en production. Donc, les industriels, s'ils avaient des bugs tout le temps, ils s'en rendraient compte et eux s'en rendraient compte aussi. Oui. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment les bugs qui sont dans les coins que personne ne rencontre pour les corriger avant. Ouais, ok, ils les rencontrent de temps en temps, mais c'est difficile de les reproduire. Mais ils sont quand même, s'il y a des gens, quelqu'un qui a un bug une fois tous les 2 semaines, c'est compliqué parce que ouais, il faut attendre 2 semaines qu'il ait encore. C'est pas, voilà. Et donc, le fuzzing comme ça, avec ça marche bien, mais il y a beaucoup de limites, dans le sens que pour le ramasse-miettes, il faut des situations qui font juste, tu prends cette séquence d'événements à cette séquence d'événements, mais la mutation ne va pas être très bien, parce qu'en fait, tu as 40 tours de plus, il fallait un gros objet puis un petit objet pour être pile sur une frontière d'un mot qui va faire un débordement de tel pointeur. Et ça devient une situation très, très compliquée, ce qui fait que ce n'est pas forcément super gagnant pour le ramasse-miettes, et ça peut gagner beaucoup plus, par contre, pour la grammaire. C'est du fuzzing sur la grammaire avec du coverage. Donc, plutôt que de faire des règles grammaticales de réduction, mais faisait ton parseur, le code du parseur, vous faisiez le coverage sur l'analyseur sémantique. On a bien fait toutes les combinaisons bizarres sémantiques possibles. Peut-être ça donnerait des trucs intéressants. Bah, une des choses qu'on avait testé là, justement, j'avais un stagiaire pour travailler pour la génération des inputs, le fuzzing, mais avec le but, c'était la performance. On avait les grammaires, je ne vous ai pas montré, mais les grammaires qu'on a, en fait, elles supportent qu'on met des poids dans les règles pour donner la fréquence dans laquelle on veut qu'elles sortent, ouais, qu'elles s'expandent. Donc, et ce qu'on avait fait, c'est des algos génétiques et des annealing simulations, des choses comme ça. En fait, pour dire, tiens, chez ces grammaires-là, je veux muter les poids de façon dynamique et pour essayer de, tiens, si je le mutais comme ça m'a donné quelque chose qui était dans cet ordre de performance. Et si je le mute comme ça, et du coup, en fait, on gardait les grammaires avec les poids qui étaient les plus intéressants. Ça, c'était potentiellement des choses qu'on va suivre, on va continuer. Mais... Je trouvais ça intéressant ton truc, puis ça m'a soulevé une idée potentiellement implémentable en industrie. Ça fait des années que je me fais dire par les gens d'industrie que c'est bien beau l'automatisation des tests, mais on ne serait jamais capable d'automatiser du monkey testing. Et là, quand tu me présentes ton affaire, je me dis, oh shit, on va le faire mentir. On parlait de meilleur métier, alors. Ouais. Ouais, ben, parce que avec, ben, en tout cas, je pense qu'il y aurait un domaine d'application du fuzzy testing comme ça qui pourrait être mis en œuvre pour automatiser les tests aléatoires d'utilisateurs pour des applications web ou mobiles.
Ouais. Il y a des frameworks de développement mobile qui ont déjà ces mécanismes pour générer des événements interactifs, des clics aléatoires. Oui. Et puis si tu as une application crash, et que ça soit même. Donc ça, c'est déjà dans des frameworks. Ouais. Oui. Ben, sur la... Ah, j'avais dit que ça fonctionnait, j'avais dit que ça existait. Il y a... Vous trouvez trop de bugs? C'est bien parce qu'il y a des trucs à faire. C'est trop de bugs. C'est trop noyé dans les bugs. Ah non, si tu fais au hasard, comme c'est écrit, c'est là, mais juste des chaînes random. Donc, Tu as trouvé des trucs pertinents, pas forcément. Donc, il faut rajouter de la logique métier, de la connaissance expert, pour avoir une meilleure précision. Je me demande si, en combinant le fuzzing plus l'expertise du domaine, est-ce qu'on peut améliorer l'état de l'art en combinatorial testing? Parce qu'une des problématiques dans les systèmes critiques, ceux que je connais un peu plus, c'est vraiment de pouvoir s'assurer qu'on couvre la couverture en termes d'input. C'est souvent combinatoire. Donc là, je pense par exemple à un projet dernièrement sur lequel j'ai travaillé, c'est pour tester un système d'exploitation. Puis là, le nombre de tests est juste pas possible de couvrir la variation. Je ne sais pas, est-ce que ça pourrait répondre à ce besoin-là? Un peu ce que j'avais montré avec justement le concolic testing, c'est qu'en fait, on peut, à partir d'un programme, extraire tous les schémas différents d'exécution dans les programmes. C'est un peu toute la combinaison possible des inputs. Je sais par exemple que si j'exécute ce programme avec 0 et 0, ça va faire une chose en particulier, mais si je le fais avec les entiers les plus gros plus 1, ça fait un autre schéma parce que ça fait un overflow. Et en fait, si je les inverse aussi, non, je n'ai pas d'autre cas ici, mais si j'ai des serveurs de type, par exemple, si j'essaie d'ajouter un entier avec un objet qui n'est pas un entier, ça va échouer, voilà. Donc, en fait, concolic testing fait déjà ça. Après, ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que le coverage, c'est la meilleure métrique? Alors, ce n'est pas cher à calculer en comparaison avec d'autres métriques qui sont meilleures, comme par exemple le score de mutation. Mais le score de mutation, c'est beaucoup plus cher à exécuter. Le concolic testing, je ne suis pas sûre de bien comprendre comment ça marche, mais c'est un peu une exécution symbolique, mais on remplace... C'est un mélange entre une exécution symbolique et une exécution concrète. Okay. L'idée, c'est d'exécuter ces programmes-là avec 2 inputs au hasard, en instrumentant tous les conditionnels, on va dire, tous les changements de flow de contrôle. Ouais. Et en fait, on va exécuter ce programme-là avec les inputs qui sont là et on va observer quels sont les branchements qu'il prend. Et une fois qu'on a observé les branchements qu'il prend, on va se dire, tiens, je sais que ça, il est passé par ici parce que le premier, il était en entier, le deuxième, il était en entier et il n'y a pas eu d'overflow. Okay. Et du coup, en fait, si je nie la dernière solution et je le passe en SAT solver, il y avait quelqu'un... Donc, je pourrais, par exemple, je pourrais me demander quels sont les inputs où j'ai 2 entiers où il y a un overflow. Et je pourrais, par exemple, donner ça à un SAT solver qui me donne les inputs qui satisfait cette nouvelle spécification des schémas. Et ça va marcher dans un schéma différent d'exécution. En fait, on exécute de manière concrète ce programme-là instrumenté. On observe le schéma qu'il va prendre. Et on génère des nouvelles inputs pour marcher dans un deuxième schéma d'exécution. Et on avance comme ça jusqu'à ce qu'on a exploré tous les schémas possibles. Mais c'est efficace quand j'ai le nombre d'inputs est très élevé. Ça dépend des programmes. En fait, voilà pour les cas du compilateur, les interprètes, en fait, c'est assez pratique. En fait, la génération des schémas pour tout l'interprète, ça nous prend à peu près 5 minutes. Et c'est un interprète d'AST, c'est un interprète d'arbre qui est très mal optimisé. Donc, mais après, probablement pour des programmes plus compliqués, voilà. Mais ce n'est pas l'exécution symbolique. J'aurais peut-être un commentaire sur les limites qu'on peut avoir le fuzzing, c'est que en fait, on ne remplace pas les tests unitaires par le fuzzing. Donc, le fuzzing a des limites nécessairement, mais ce n'est pas très important parce que dans le fond, l'important, c'est que ça trouve des bugs, puis
évidemment, c'est complémentaire à d'autres techniques de contrôle de la qualité. Hein. Parce que là, dans votre présentation, vous présentez juste le fuzzing, mais votre compilateur, j'imagine, n'est pas juste testé avec le fuzzing. En fait, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a trouvé des cas, le fuzzing a trouvé des cas qui bug. Nous, ce qu'on fait, on génère des tests manuels avec, qui sont lisibles, facilement à débugger, voilà. Donc, on le transforme en test de non-régression. Tu avais une diapo avec des tests qui sont le compilateur, tu as les tests du compilateur. Ah oui, on a des tests, oui. On les a. Mais en plus, on prend les outputs de ça et on génère des tests. Ouais. Un test, on école les tests pour remplir des tests. ChatGPT, tu génères des tests. Ouais. On n'a dit pas de tiers. Bon, on pourrait l'utiliser aussi comme Que quand tu invites. comme oracle. Est-ce que ça a marché? Je pense pas. D'autres questions, commentaires? Très intéressant. Merci, Mickey. Merci à tous.